Hey, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une courte vidéo pour faire, on va dire, un petit tour d'horizon sur ce que nous avons vu côté PFSense et faire, on va dire, une conclusion sur ce thème-là avant de passer sur d'autres thèmes. Alors tout d'abord, pour vous aider, j'ai créé une playlist comme ça, vous avez les vidéos dans le bon ordre. Donc la toute première, pour rappel, c'est une façon très simple d'installer pfSense sous Proxmox. Si vous n'êtes vraiment pas habitué avec la ligne de commande, on en fait le minimum ici. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que au terme de cette installation, votre pfSense n'est pas complètement encore opérationnel parce qu'il ne possède qu'une seule interface réseau. Donc il ne peut pas jouer son rôle de routeur. Il faut ensuite passer donc sur la seconde vidéo qui va vous permettre de segmenter votre réseau. Donc ici, on va avoir un certain nombre de notions côté Proxmox pour notamment créer on va dire des bridges virtuels et brancher en fait notre VM Proxmox sur ces différents bridges. Et de là, au niveau de pfSense, on va pouvoir directement depuis l'interface web euh, connecter notre pfSense à ces différentes interfaces. Donc ça simplifie quand même grandement les choses si vous n'êtes pas du tout habitué à la ligne de commande. Également, on aura fait donc toute une série sur un plugin que j'aime beaucoup qui est PF Blocker NG et qui permet quand même un certain nombre de filtrages. Notamment, vous allez pouvoir filtrer tout ce qui est pub, tracker, etc. On en profite justement pour voir comment activer le DNS au niveau de pfSense, parce que du coup, ça marche de pair, c'est super efficace. Si vous connaissez AdGuard, vous allez pouvoir reproduire exactement la même chose, mais au niveau de pfSense, ça vous évite de multiplier les outils. Ensuite, pour tout ça, on voit comment ajouter des listes pour filtrer donc tout ce flux DNS. Et en même temps, dans la quatrième vidéo, on termine par voir en fait la notion de GeoIP. Donc là, il faut se créer un compte complètement gratuit, mais ça vous permet ensuite de créer des filtres en fonction de zones géographiques. Et ensuite, on a vu, ah, je ne l'ai pas mis dans la playlist, faut que je la rajoute. On a vu la notion d'alias, là qu'on ne voit pas, mais je vais rajouter dans la playlist. Les alias aussi, qui vous permettent en fait de simplifier la création et la gestion de vos règles, que ce soit pour faire des autorisations ou pour faire des blocages. Donc dans cette fameuse vidéo, on voit en fait la liste Spamhaus qui est vraiment pas mal. Spamhaus, pour rappel, donc c'est une organisation à but non lucratif qui recense quand même un certain nombre de domaines malveillants, donc ça vous permet de les bloquer. Et notre dernière vidéo concerne en fait la NAT, où là j'insiste, et donc je le redis bien, qu'il faut être très très prudent avec tout ce qui est NAT, puisque de fait, si vous avez besoin de faire ça, c'est que vous ouvrez un port sur l'extérieur. Donc pensez bien à mettre des règles de filtrage. Qui peut accéder à ce port? Il faut vraiment que ce soit très très limité. Pensez bien, est-ce que c'est vraiment utile de l'ouvrir? Est-ce que c'est une obligation? Parce que si vous pouvez passer par un VPN local, c'est quand même pas plus mal, c'est même recommandé. Mais effectivement, c'est pas toujours simple. Si vous souhaitez partager, comme je le disais dans cette vidéo, des services avec votre famille ou vos amis, c'est peut-être délicat de leur demander d'installer un client VPN pour pouvoir accéder à votre service. Donc la NAT, à ce moment-là, ça facilite la vie, mais il y a quand même des précautions à prendre. Voilà. Euh, Et surtout, là, maintenant, ce que je veux insister, c'est que ce que je présente, ce sont des notions qui sont, qu'il faut voir ça comme des bases essentielles pour créer en fait votre propre politique de sécurité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé de suivre à la lettre tout ce que j'ai mis ici. C'est vraiment des bases qui sont ensuite à adapter à vos besoins. Euh, de même, j'utilise pfSense, c'est un choix personnel. Vous pourriez très bien faire la même chose avec l'OpenSense si vous préférez.
Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est maîtriser toutes ces notions-là et être capable ensuite de les reporter, vous, de la façon dont vous en avez besoin, quel que soit l'outil qui a derrière. Les ces notions de base, en fait, sont les mêmes, de partout. De même, hein, donc là, ce qu'on a vu, c'est quand même aussi le but, c'est, de faire ça dans un home lab avec un minimum de matériel, hein. C'est-à-dire que là, on n'utilise, aucun switch, physique. pfSense, c'est vraiment sur une VM qui tourne sur, Proxmox d'un mini PC qui lui-même a un seul port réseau. Donc là, on est vraiment minimaliste en termes de matériel. Néanmoins, il y a différentes notions que vous pouvez très bien reporter, même si vous êtes avec du matériel physique, hein. Il n'y a pas de souci à cet égard. Aussi, si jamais vous vous retrouvez bloqué sur certaines choses lorsque vous appliquez des filtres, bah, il faut voir si justement c'est pas vos filtres qui pourraient vous bloquer des accès à des services légitimes. Euh, Si c'est le cas, supprimez pas vos filtres, pour autant. Créez-vous des listes blanches. Voilà. Ça vous permet de garder des filtrages forts, mais de mettre des exceptions, sur ce dont vous avez besoin, si jamais vous êtes bloqué sur un service, légitime. Heu et je vous rappelle aussi que j'ai mis quand même pas mal aussi de conseils sur le blog, donc n'hésitez pas, à aller le parcourir si jamais, vous rencontrez des points de blocage, surtout que le blog, je le maintiens à jour, donc il sera toujours d'actualité. Donc également, hein, je n'ai pas parcouru non plus, toutes les possibilités de pfSense, hein, parce qu'elles sont très, très nombreuses, même chez OpenSense, hein, c'est la même chose, notamment toute la partie, VPN. Alors, effectivement, moi, dans mon lab, j'ai un serveur VPN, mais je ne l'ai pas intégré à pfSense. C'est un serveur enfin une machine virtuelle pour le coup, qui est complètement dédiée à WireGuard, tout simplement parce que je préférais séparer la partie firewall et la partie VPN, qui pour moi sont deux briques différentes. Donc voilà, ça c'est un choix personnel. Voilà. Je voulais aussi insister sur une autre chose, c'est que tout ce dont on a parlé ici, c'est également, ça doit s'intégrer à une politique de sécurité générale. Et la sécurité ne s'arrête pas non plus au firewall. Bien sûr, c'est une brique essentielle, mais pensez bien également à tout ce qui est mettre à jour vos applicatifs. Notamment si vous ouvrez justement des services vers l'extérieur, alors là c'est encore plus critique. Je reprends l'exemple d'un service web de partage de photos que vous pourriez ouvrir à vos amis ou à votre famille. Même si c'est filtré et que c'est limité à un petit nombre d'utilisateurs, tout ce qui est ouvert vers l'extérieur doit être votre priorité sur la maintenance et la mise à jour des, heu, des applis, surtout s'il y a des mises à jour de sécurité en attente, hein. Voilà, donc soyez très, très vigilants. La sécurité ne s'arrête pas simplement, entre guillemets, à la configuration du pare-feu. C'est vraiment, une politique qui est générale et globale. En tout cas, voilà, bah, merci d'avoir suivi cette, 1re série. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, hein. La chaîne est super jeune et j'espère bien pouvoir la faire vivre, longtemps. Donc on va aborder, bah, très bientôt d'autres sujets, hein, qui peuvent se recroiser notamment avec de toute façon, la sécurité. Hem, Prochain coup, je pense que je ferai rapidement, on fera certainement pas 36 vidéos, on en fera certainement qu'une, mais parler un petit peu de Proxmox, parce que je me rends compte qu'autour de moi, hem, beaucoup d'utilisateurs ne savent pas trop pourquoi utiliser Proxmox. Donc moi je donnerai, mon avis dessus, enfin surtout pourquoi moi je l'utilise, d'où je viens aussi, parce que
mon premier Home Lab n'était pas forcément comme ça et c'est quelque chose qui chez moi a évolué en permanence depuis quand même un certain temps, ça se compte même en années. Tel qu'il est là, il a 1 an, mon Home Lab. Mais voilà, il y a tout un historique encore avant. Donc j'en parlerai, mais sans faire de spoil tout de suite. Et ensuite, je pense qu'on enchaînera plus sur du Docker. Voilà. Ça, c'était le petit instant, voilà, publicité pour la suite. Eh bien, écoutez, je remercie une nouvelle fois à tous les abonnés, à tous ceux qui ont laissé des commentaires et également à tous les viewers. Et voilà, j'espère que c'est une aventure de Home Lab qui va vous plaire et également qui va vous aider et qui, surtout, que ce soit une aventure enrichissante pour tout le monde et pour moi-même et pour vous tous. Allez, à bientôt et merci.